Alors j'ai une autre question pour changer un petit peu point de vue. C'est simplement au niveau de l'auteur de la violence sexuelle, quels mécanismes sont mis en place pour éviter la récidive, pour aussi lui assurer une prise en charge psychologique qui est nécessaire, et surtout si cette prise en charge est efficace. Alors je pourrais partir sur ce point-là, après il sera complété, je pense, sur la partie plus juridique. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un auteur est le plus souvent une ancienne victime de violences sexuelles. D'où la problématique de quasi, Véronique pourrait ressortir les chiffres, mais je pense que vous les avez, les problèmes de récidive. Et donc un agresseur, on les appelle un auteur de violences sexuelles, a tendance à ne pas faire un acte, mais à en faire plusieurs. Et il vient reproduire, en fait, malheureusement, bien malgré lui, bien souvent, il ne faut pas croire qu'un auteur de violence sexuelle est quelqu'un de... Enfin, on a un peu cette vision-là de l'auteur qui serait vraiment quelqu'un extrêmement mauvais et qui voudrait avoir des actes sales et répréhensibles pour son seul plaisir. Il faut bien se rendre compte que ce sont des gens extrêmement atteints eux-mêmes et donc qui sont dans un état psychologique particulièrement douloureux. Ça, c'est un premier point. Donc, considérer un auteur comme une ancienne victime, ça pose déjà... On peut regarder, on peut prendre un champ un petit peu différent. Et donc au sein des SBS, c'est vrai qu'on a pour mission de vraiment d'informer, encore une fois je le dis, je le redis, d'informer la population dans sa grande, le plus large possible, mais aussi de former les professionnels et de prévenir le plus possible. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, on constate que les chiffres sont assez explosifs et exponentiels aussi. Il y a énormément d'agressions de mineurs sur mineurs. Il n'y a pas une semaine au sein de SBS sans qu'on ait un coup de téléphone et sans qu'on soit alerté par des enfants mineurs qui agressent d'autres enfants, leurs petits camarades. Donc il y a tout à revoir, tout un système environnemental, excusez-moi, autour de l'enfant pour remettre du cadre et remettre les bons cas de référence et prévenir énormément, parce que une personne qui est entourée de violence au quotidien dans son enfance a plus de chances de reproduire la violence à l'adolescence, en tant que jeune adulte, et pour après probablement devenir à son tour un potentiel auteur de violences sexuelles. Donc c'est un point que je tenais à soulever en ce qui concerne les auteurs de violences sexuelles. Voilà. Je rajouterais, peut-être on y reviendra un peu plus tard, que je sais bien que vous êtes tous étudiants en droit, c'est super hein, qu'on ait cette prise en compte des violences sexuelles sur le plan juridico-judiciaire, c'est extrêmement intéressant. Et il le faut parce que les personnes victimes ont besoin d'aller devant les tribunaux, ont besoin d'être accompagnées avec des avocats et avec tous les professionnels qui voudront bien les accompagner dans tous les domaines. Enfin, aller voir en gendarmerie, dans le commissariat, etc., porter plainte. Mais il y a tout ce pan corporel, d'accompagnement thérapeutique qui est fondamental. L'un ne va pas sans l'autre. Et une personne qui va devant un tribunal n'est toujours pas guérie. C'est soulageant d'avoir gagné un procès, probablement, mais ça n'a pas soigné du tout la personne. La personne a toujours ses pathologies, elle est toujours aussi mal dans sa vie, c'est toujours la galère, elle galère toujours avec les hommes, enfin, on voit des profils très, très douloureux, quel que soit l'âge. Voilà.
par rapport à parfois les personnes sont en injonction de soins, nous on travaille aussi avec l'association passive, c'est pour autre chose, mais on travaille aussi avec les associations qui s'occupent des auteurs de violences sexuelles. Bon. Je pense qu'une des choses aussi, c'est la prévention, comme vous avez dit. On fait la prévention en école, au collège, au lycée. On fait beaucoup la prévention, on fait beaucoup la formation aussi des professionnels, médecins, policiers, gendarmes, etc. Parce que s'occuper des auteurs de violences sexuelles, c'est important, mais avant qu'une personne arrive à être auteur, il faut aller à l'avant et aller prévenir aussi, expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a des jeunes qui disent « Ah ouais, il m'a demandé ça, ben, j'ai accédé, j'ai fait une fellation, il m'a promis un truc. » Parfois, ils n'ont pas conscience de la gravité des choses. Du coup, nous, on va à la rencontre des jeunes et expliquer qu'est-ce que c'est ces infractions, ces mots que parfois sont difficiles à poser pour les jeunes. Je vais juste rajouter un point. Vous savez qu'actuellement, les jeunes de 3e année vont faire leur service civique et nos étudiants de 3e année de médecine sont partis dans les collèges, lycées et un des grands thèmes, c'est l'éducation sexuelle, la prévention. La prévention, et ils vont faire des séances. Donc, on profite à la faculté de médecine de cette opportunité du service civique, qui est instauré depuis cette année, pour traiter ces grands thèmes. À peu près un tiers de la promotion traite des problèmes d'agression sexuelle, d'éducation sexuelle pour des collégiens et des lycéens. Mais bon, alors, en ce qui concerne, pour répondre à votre question, en ce qui concerne la prise en charge des auteurs, je n'ai pas vraiment de réponse. Alors, moi, je voudrais revenir sur quelques points. Peut-être vous vous posez la question, en tout cas moi je me la suis posée, parce que j'ai eu un jour à défendre en comparution immédiate, il y a quelques années, un certain nombre d'années, un jeune homme qui, dans un laps de temps de 3 heures, avait agressé sexuellement 3 jeunes femmes. Bien. Il vient en comparution immédiate et j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il avait pris, il était sous l'emprise de stupéfiants, c'est jamais bon parce que c'est plutôt une cause aggravante. Je n'ai pas grand chose à dire. Mon client, c'est une huître. Et puis en sortant, il prend 3 enfants. En sortant, je suis abordée par une jeune femme qui dit je suis la sœur de ce jeune homme. Il vous a rien dit? Ben non, il m'a rien dit. Il a été violé quand il était au collège. Très gravement violé. Depuis, entre 15 ans et 20 ans, il n'a pas arrêté d'être dans des instituts psychiatriques et il fait n'importe quoi maintenant. Bien. Alors, ça interpelle et on cherche, on réfléchit. Parce que bien entendu, tout le monde vous dit « Ah, vous êtes avocat, vous allez plaider qu'il a été violé quand il était jeune. » Ah oui, mais moi je cherche à comprendre. Alors, il y a un auteur qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Perron, qui explique la chose suivante. Quand un enfant est violé, et c'est-à-dire qu'un adulte lui impose son propre désir sexuel, que l'enfant est pris dans... Je compare toujours, quand je plaide, à une mouette qui est engluée dans du goudron, vous savez, les marées noires. C'est-à-dire qu'il est pris dans tout un système de silence. Et là, je vous conseille de voir, petite parenthèse, Les Chatouilles, qui est un film exceptionnel parce que c'est un film qui vraiment retrace exactement le vécu d'une enfant qui est violée, les conséquences que ça va engendrer et comment on peut s'en sortir. C'est pédagogique ce film, il est pédagogique. Donc, cet enfant à qui l'adulte impose un désir qui n'est pas le sien est privé de sa faculté à découvrir sa sexualité par lui-même. Il est privé de sa capacité à découvrir sa propre
possibilité de séduire, d'aller vers l'autre, de découvrir son corps, puisqu'on lui impose un désir qui n'est pas le sien. De ce fait, devenu jeune adulte, il ne sait pas rentrer en communication d'égal à égal avec l'objet de son désir, et il va donc imposer de la violence pour avoir, avoir un acte sexuel. Ça, c'est une explication qui m'a suffi pendant longtemps, qui m'a servi aussi. Et puis très récemment, j'ai lu le livre de Muriel Salmona, qui s'appelle Le livre noir des violences sexuelles. Alors, c'est toujours des titres un peu qui ne conviennent pas forcément, mais elle explique, alors je ne suis pas médecin, le médecin qui est là pourrait peut-être mieux l'expliquer que moi, qu'il se passe quand il y a une agression sexuelle, quand on est victime d'une agression sexuelle, il se passe au niveau des neurotransmetteurs un tel choc que l'agressé disjoncte à un moment. C'est l'état de sidération, mais c'est des choses qui se passent au niveau de l'hypophyse, oui, pardon, le système limbique, voilà. Et de cet état de sidération, ça vous permet de survivre. Ça vous permet de survivre. Et elle dit que finalement, un agresseur, quelqu'un qui a été agressé, qui n'a pas fait le cheminement pour intégrer ce qu'il a vécu et le faire devenir un élément qui fait partie de sa mémoire, c'est-à-dire qu'il a accepté en tant que tel et qui a travaillé sur ce qui lui est arrivé, va faire inconsciemment un chemin pour retrouver cet état de sidération où il est en quelque sorte en dehors de lui. Et il va aller il va commettre une agression sexuelle pour retrouver cette espèce d'état de disjonctage. C'est aussi une piste. Mais le fait de dire, oui, un agresseur sexuel a été peut-être agressé et victime de ces mêmes faits, c'est pas une posture d'avocat, c'est pas une excuse facile. Non, c'est une réalité. Souvent, l'auteur d'infractions sexuelles est quelqu'un effectivement qui est en grande souffrance. Alors, en ce qui concerne la prévention de la récidive, il faut quand même signaler qu'il y a seulement 5% de récidivistes. Alors forcément, la presse, quand il y a une jeune fille, une petite fille qui est violée, on dit « Ah, c'est un récidiviste », etc. Bien sûr, mais c'est très minime. Il y a toute une stratégie, toute une surveillance. Déjà, en prison, il y a des psychiatres. Alors, c'est terrifiant parce qu'on en manque cruellement, mais il y a des soins. Il y a aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce suivi socio-judiciaire, puisque les condamnations en matière de viol sont assorties d'un suivi socio-judiciaire post-sententiel. Si l'auteur, si le condamné ne suit pas les soins qui lui sont imposés, il a une peine de prison supplémentaire. Donc, il ne faut pas penser qu'on lâche les gens comme ça dans la nature, mais il est évident qu'il faut que l'auteur prenne conscience aussi du mal qu'on lui a fait, qu'il puisse aussi redevenir lui-même après tout ça. Et puis vous avez des gens comme Fourniret. Moi, j'ai lu récemment le Zachary, les criminels sur les criminels en série. Vous avez des gens qui sont des prédateurs. Vous avez des gens qui sont des prédateurs et qui vont des pervers absolus, d'autres leur propre jouissance. Bon, c'est des cas.